Donc on sait que la demande est supérieure à l'offre, donc ça en fait des profils précieux et rares. Je ne vais rien vous apprendre ici. Donc en fait, les entreprises doivent prendre des mesures en conséquence de tout ça. Et les résultats de l'enquête révèlent qu'il y a un décuplement de la demande jusqu'à 212% de croissance annuelle sur 5 ans. J'ai oublié de vous préciser que cette étude était faite avec Tech Partnership. Tech Partnership est un network d'entrepreneurs qui est tout à fait reconnu par le gouvernement en Angleterre et qui a pour vocation de travailler sur les compétences dans le monde du digital. Alors, bien sûr, c'est une étude sur l'Angleterre. Il a été dit ce matin qu'on avait un certain train de retard par rapport au monde anglo-saxon, mais on peut quand même faire le parallèle et se dire que tous ces chiffres seraient pertinents pour la France à un horizon d'1 an ou de 18 mois. Donc là, vous voyez que sur l'année 2013-2014, il y a 41% d'augmentation des emplois du big data, en contraste en fait avec l'IT, et puis également le data warehousing et la BI, où on va retrouver respectivement une décroissance de 9 et 6%. Le salaire médian de 55 000 pounds, plus ou moins presque 70 000 euros, est un chiffre important. Et c'est plus de 24% que dans le domaine IT. Alors, hard to fill, comme disent les Anglais. 3/4 des entreprises qui recrutent dans le big data ont du mal à recruter les bonnes compétences avec une certaine expérience. Et on voit ici que ça peut aller jusqu'à 20% de croissance lorsqu'il s'agit d'une année difficile. Ensuite, pour faire un zoom sur les années futures, l'étude donc était jusqu'à 2020, la prévision de la demande des spécialistes en big data, c'est une augmentation de 160% entre 2013 et 2020. On y ajoute 360 000 emplois dans le domaine du big data. Et on voit bien que l'embauche et la maintenance de ces grands raffineurs, on va dire, refiners en anglais, pourrait devenir un exercice très coûteux pour les entreprises. Sachez que ça, c'est un programme académique mondial et que, pour prendre l'exemple de la France cette fois, ça serait investi plus de 100 millions plus de 100 millions d'euros juste sur son programme académique. Donc on a vraiment cette ambition, c'est dans notre ADN, hein, ça c'est né dans le monde universitaire. On a vraiment comme ambition de contribuer au développement de la nouvelle génération des data scientists dans le monde du big data. Bonjour, donc ça a déjà été dit, effectivement, on considère que les big data sont le carburant de la nouvelle économie et de la future économie. C'est vert, c'est ça? Oui, c'est super. Et effectivement, on parle beaucoup de data scientists, on parle beaucoup de compétences, et en matière de talent, tout le monde s'accorde à dire que les métiers de la data au sens large, hein, et plus particulièrement celui de data scientist, requiert des compétences très très variées. Alors, en illustration, ici, on a essayé, à travers cette représentation graphique, de montrer quel type de compétences on attend aujourd'hui des data scientists, qui semble un petit peu illusoire de concentrer sur un même individu bien évidemment toutes ces compétences, ou en tout cas c'est pas très facile. Alors on s'arrête souvent aux compétences techniques, aux compétences analytiques et aux compétences métiers, et c'est déjà assez difficile de synthétiser dans un même cerveau l'ensemble de ces compétences. Mais d'autres aspects sont bien sûr essentiels, et en particulier la créativité, la curiosité, qui sont plus des compétences molles ou des compétences moins dures en fait, et qui sont tout à fait essentielles, notamment en termes de communication, de capacité à collaborer avec d'autres personnes, et ça me paraît effectivement des points essentiels. Alors, nous travaillons au quotidien avec des data scientists, nous en formons également, et pour mieux comprendre ce nouveau métier,
Au-delà de l'étude qui a été faite, donc là encore en Angleterre, sur le marché de l'emploi, et en particulier le marché de l'emploi autour de la data et des data scientists, nous avons aussi souhaité aller à la rencontre des data scientists, ou au moins de ceux qui se prétendent aujourd'hui data scientists, qui affirment ça de manière très claire en termes de curriculum vitae et qui sont en poste aujourd'hui dans les entreprises anglaises à ce sujet. Et donc, dans le prolongement de cette première étude, nous avons mené une enquête en Angleterre auprès d'un grand nombre de personnes qui revendiquent ce titre et cette fonction. Et cette enquête a rencontré un large écho puisque nous avons reçu plus de 600 réponses à cette enquête qui comportait un peu moins de 30 questions, plus exactement. Et elle a été menée à l'aide d'une méthodologie qui est assez connue, qui mêle des critères comportementaux et en particulier des critères de conformité, de stabilité, de dominance ou d'influence, et qui permet en particulier de travailler sur des axes d'engagement des personnes, donc en termes de comportement bien évidemment, mais aussi sur des axes de personnalité, des gens donc plutôt extravertis ou plutôt introvertis. Et donc cette méthodologie nous a permis de dégager des profils types, en fait, qui sont ceux de ces 600 personnes, et on y reviendra tout à l'heure. Donc on a défini une dizaine de profils types suite à cette étude. Alors les principaux enseignements de cette enquête, et ce que nous a permis de dégager au-delà de ces 10 profils qui sont intéressants, et on va les voir tout à l'heure, c'est qu'en synthèse, et ce n'est pas très étonnant, les traits traditionnels qui ressortent sont plutôt des traits liés aux dominantes fondamentales du data scientist, c'est-à-dire la technique, la logique informatique, la logique au sens large, la logique scientifique, et les aspects analytiques qui sont aussi tout aussi importants. Et donc on retrouve ces traits dominants, on va dire, sur plus de 40% des participants, et c'est déjà un point important et le premier enseignement de l'enquête. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a effectivement une grosse attente des entreprises liées au domaine de la data et au domaine du traitement de la data, mais paradoxalement, plus de 55% des personnes interrogées étaient des personnes ayant moins de 3 ans d'expérience dans ce domaine du traitement de la data, donc plutôt des profils juniors, là où on pourrait s'attendre à avoir des profils seniors. Donc d'un côté, on a une grosse attente des entreprises en la matière, en matière de traitement de données, de traitement des big data, mais globalement, les personnes qui ont moins répondu à l'enquête, donc on considère quand même que cet échantillon est représentatif, sont plutôt des personnes plutôt juniors, et ça c'est plutôt paradoxal par rapport aux enjeux qu'on voit dans les big data, et ce qui implique aussi que plus de 25% de ces individus, donc parmi les gens qui ont répondu là encore à cette enquête, doivent en permanence adapter leur rôle à ces nouveaux enjeux, et en particulier prendre des responsabilités ou des modes de travail ou des comportements qui ne correspondent pas du tout à leur personnalité. Et une conséquence qu'on a identifiée également, c'est donc un ensemble de facteurs de stress qui touchent les data scientists déjà sur ce nouveau métier, ça c'est important. Moins surprenant en résultat de cette enquête, même si personnellement je le regrette, la parité homme-femme n'est clairement pas respectée, puisqu'on avait 70% d'hommes dans l'échantillon, donc là encore sur 600 personnes, et environ 30% de femmes. Et là où effectivement j'insistais il y a un instant sur la notion de stress, plus de 55% des individus, donc là encore hommes-femmes confondus, mais plus marqués chez les femmes d'ailleurs, revendiquent, ou en tout cas témoignent de facteurs de stress liés à leur rôle de data scientist, parce que les enjeux sont importants et on verra quelles sont les motivations liées à ce stress. Mais ce qui est important, c'est qu'on est déjà sur un métier, on va dire, à stress. Donc ça, c'est vraiment un des gros enseignements de cette enquête. Alors, les profils. Regardons de plus près ces fameux portraits robots. Donc on a identifié 6 profils dominants, donc qui sont les profils que vous voyez ici, donc avec une répartition homme-femme qui reste toujours dans une logique 70-30, sauf pour certains, hein, mais un peu moins marquée pour les geeks. Mais donc on a plus de geeks féminins, de femmes, je veux dire. Et donc vous avez ici les profils et les pourcentages correspondant à ces profils qui ont été identifiés par l'enquête. Et je vais essayer de décrire globalement, et on va les détailler pour certains d'entre eux, ces 6 profils dominants. Le premier étant ce que nous avons qualifié, alors le terme lui-même qui a été utilisé n'est pas forcément
toujours explicite, mais je vais essayer d'expliquer au moins ce qu'il contient. Donc le premier est clairement un profil geek, donc qui porte sur 41% de la population étudiée. Donc profil geek, c'est un profil où globalement la technique est effectivement la dominante majeure, l'analytique, la logique scientifique, très orienté process, en général quelqu'un qui programme et qui a une logique de programmation, un expert technique au sens classique, très orienté sur les nouvelles technologies. Donc on a une vraie dominante aujourd'hui, et qui explique d'ailleurs qu'on a beaucoup de profils très juniors ayant moins de 3 ans d'expérience, et ça c'est un point essentiel. Donc globalement, les big data et le métier de data scientist portent sur des gens qui ont vraiment cette culture, nouvelles technologies, culture numérique, culture digitale. Ce n'est pas forcément une révélation, mais c'est important de le constater. Aujourd'hui, la population est vraiment concentrée sur presque pour la moitié des participants, en tout cas sur ce type de population. Et puis on trouve des rôles un peu moins importants, mais tout aussi essentiels, et on verra les enseignements qu'on peut en tirer. Le deuxième rôle est un rôle de gourou, hein. Donc le gourou, c'est quelqu'un qui a effectivement un profil plutôt scientifique, mais qui a en plus des capacités à communiquer, à convaincre, à influencer, qui est très persuasif, qui sait promouvoir les bénéfices des big data auprès de son management et auprès du management en général, et donc qui a un côté évangélisateur, évangéliste, et donc très influent, donc très clairement un influenceur. Ensuite, on va trouver un profil de pilote, de driver, très pragmatique, focus sur les objectifs, donc très orienté sur les résultats, typiquement quelqu'un qui sait gérer des projets, les organiser, quelqu'un qui sait animer des équipes, donc une fonction de team leader importante, et très clairement donc un pilote, un leader sur les projets. On va trouver également un profil que nous avons appelé le cruncher, que nous avons baptisé le cruncher, qui est plutôt lui en support, qui est plutôt dans une logique étude. Typiquement, on va y retrouver des gens qui font de la gestion de données de manière intensive, qui font des travaux préparatoires sur les données, qui travaillent sur la qualité de la donnée, sur la normalisation de la donnée, qui ont plutôt une personnalité réactive plus que proactive, donc pas forcément des gens qui vont entraîner les projets, mais des gens qui vont supporter les projets et les accompagner. Ensuite, on va trouver ce qu'on a appelé les deliverers, donc des gens qui sont là encore orientés et en focus sur les projets, qui sont eux par contre très proactifs, qui sont capables d'animer et de gérer une équipe, ou en tout cas des équipes collaboratives, qui sont proches, en profil très proche du driver, du pilote, mais avec un côté plus technique, hein. Donc là où le pilote est plus conceptuel, le délivreur est plus sur les aspects techniques de la réalisation, bien évidemment impliqué dans le projet en tant qu'animateur d'un groupe de travail, par exemple. On va trouver également ce que nous avons appelé les voix, hein, rien à voir avec l'émission bien connue. Les voix sont des gens qui communiquent, donc qui ont une qualité naturelle à communiquer, bien moins technique, plus conceptuelle, plus que technique, qui présentent les résultats, qui dynamisent l'équipe et qui sont dans une logique de motivation et d'animation de l'équipe, qui sont capables de conceptualiser les projets plus que de les réaliser. Donc ça, c'est important. On retrouve aussi ce genre de profil dans l'étude. Et puis, au-delà de ces 6 profils, on va dire, maîtres, on va trouver des profils moins marqués, mais qui ne sont pas forcément inintéressants. Et moi, je suis convaincu que cet équilibre, en fait, est lié au démarrage de ce genre de métier et qu'on va progressivement avoir un rééquilibrage des rôles dans les équipes projets. Et les 2 premiers rôles qu'on va retrouver ici de manière un peu moins marquée, le premier est très intéressant parce qu'on l'a appelé le groundbreaker. C'est quelqu'un qui est un inventeur, qui est typiquement amené à développer de nouvelles approches, à trouver des solutions à des problèmes qui n'existaient pas auparavant, à inventer des choses, à concevoir. Et je pense très clairement que ce profil est appelé à se développer dans une logique de création de nouveaux modèles économiques. Donc ça, c'est important. Le deuxième est pas moins intéressant, c'est ce qu'on a appelé le seeker, c'est quelqu'un qui est curieux, qui recherche des solutions, qui est plutôt dans une logique de recherche d'informations, de recherche de solutions, très proche du groundbreaker, mais
plutôt dans une logique de recherche de l'existant, alors que le groundbreaker est plutôt dans une logique de découverte de choses a priori auxquelles on n'a pas pensé au préalable. Et puis on va trouver deux rôles aussi importants, mais qui là encore sont plus dans l'attitude. Le rôle de teacher, qui est plutôt un mentor, un communicant qui va entraîner les équipes et qui va travailler sur des aspects de formation, d'accompagnement, qui est aussi très important en termes d'évangélisation. Peut-être un peu moins que le gourou, qui lui va apporter l'idée nouvelle, mais le teacher va réaliser, on va dire, l'engagement de l'entreprise autour d'un sujet. Et puis un rôle que nous avons appelé le linchpin, qui est donc le dernier rôle, là encore en pourcentage, des pourcentages très faibles, mais là encore tout ça va se rééquilibrer au cours du temps. Hein. On pense que comme on est au début on va dire de l'ascension de ce genre de profil, eh bien ce rôle de pivot, le linchpin c'est un pivot, c'est un rôle de coordinateur, d'administration presque. Donc c'est quelqu'un qui va organiser des agendas, qui va accompagner les équipes dans l'organisation des agendas, dans l'organisation des projets, mais plus avec un rôle d'intermédiaire et de pivot. Et donc on a là l'ensemble des rôles qu'on a identifiés aujourd'hui, compte tenu de l'état statistique de la population de data scientists aux États-Unis. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je pense que c'est appelé à évoluer, et peut-être qu'en France, on n'aurait pas exactement les mêmes résultats, puisque la culture est un petit peu différente, mais ça montre à quel point c'est vraiment un aspect très technique au départ, mais de plus en plus fait appel à des choses moins techniques, moins liées à la programmation, moins liées on va dire, à l'IT, à l'informatique, hein, d'une manière générale, et plus proche maintenant de logiques qui sont les logiques, et on l'a dit ce matin, où on doit se préoccuper de métiers, de stratégie d'entreprise, d'organisation, de communication autour des projets, et ça devient important. Alors, à ce stade, il est illusoire, enfin, à ce stade, je ferai deux remarques. La première, c'est qu'il est illusoire de faire porter aux seuls data scientists la réussite des projets big data. Ça n'existe pas et ça n'est pas forcément la bonne démarche. Et il faut d'emblée penser ces projets, ces nouveaux projets, comme un rôle d'équipe. Et on le voit bien à travers cette illustration. On ne peut pas catalyser sur un seul individu non seulement les compétences, mais s'il ne s'agissait que de compétences, ce serait peut-être simple, il suffirait peut-être de former les gens, mais on est dans une logique où on doit aussi avoir des attitudes, des comportements qui sont ceux qu'on a mis en évidence. Compte tenu de cette difficulté aussi à trouver, la deuxième remarque, c'est que compte tenu de cette difficulté à trouver ces profils, on va dire ces moutons à 5 pattes, hein, il y a d'ores et déjà, et c'est la deuxième constatation de l'enquête, il y a d'ores et déjà du stress chez un grand nombre des participants à l'enquête. Donc du stress qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure à travers quelques remarques. Et les motifs, donc ce stress, il touche plus d'un quart des data scientists interrogés, donc c'est déjà pas négligeable. Pardon, plus de la moitié des data scientists interrogés, c'est déjà pas négligeable. Et les motifs de ce stress, on va les voir. Ils sont liés, et c'est pas inintéressant, ils sont liés à des problématiques de communication dans l'entreprise, ça c'est important, hein, donc ça montre bien à quel point l'aspect communication est important sur ces projets Big Data, qui sont souvent animés dans des cellules dont on parle peu, et on a besoin de communiquer dans l'entreprise sur le rôle de ces cellules d'innovation, souvent. Le deuxième point est que le rôle de data scientist est relativement mal défini, hein, on a beaucoup de mal à mettre une définition sur ce rôle. On sait expliquer ce qu'est un programmeur, on sait expliquer ce qu'est un chef de projet. C'est plus difficile de définir le rôle du data scientist qui, comme il est forcément multiforme, devient difficile à catalyser. Le troisième point est que c'est un rôle avec une énorme responsabilité, mais sans forcément l'autorité qui va avec, puisqu'on a eu l'habitude dans les entreprises traditionnelles de confier aux managers les décisions ultimes, et en fait on a des gens qui viennent amener potentiellement des sujets de décision, mais qui n'ont pas l'autorité ou pas toujours l'autorité pour les prendre. Et puis dernier constat, un manque de compétences, il en faut tellement qu'on en manque toujours.
Donc ça paraît évident, mais ça méritait d'être souligné. Et naturellement, les enjeux, c'est de développer les talents, de développer les compétences, ça c'est un point important. Donc on voit qu'il y a beaucoup de compétences à développer et les enjeux, ils sont là. Le deuxième enjeu, pour moi, important, est de développer la culture de la data et, en ce qui nous concerne, la culture de l'analytique dans l'entreprise. Ça c'est fondamental, puisqu'on a de plus en plus de sujets analytiques. Donc développer la culture de l'analytique dans l'entreprise et à travers l'ensemble de l'organisation, c'est fondamental pour aller à l'encontre de ces sujets de stress. Et puis surtout, adapter l'organisation à ses nouveaux besoins en compétences, mais aussi adapter l'organisation à ses nouveaux besoins de communication, à cette nouvelle culture de la donnée. Et ça, c'est le troisième point essentiel, on y reviendra. Et chez SAS, nous avons bien sûr des actions concrètes pour aller dans ce sens. Ariane va nous parler de certaines d'entre elles, notamment en termes de développement des compétences. Prends le micro. Prends un micro plutôt. Donc il y a deux initiatives dont je vais vous parler très rapidement. La première s'appelle SAS Spring Campus, j'en avais déjà parlé ici l'an dernier. SAS Spring Campus est un programme de formation et de stage pour des étudiants en fin de cycle. Nous sommes en plein dans le processus de recrutement de ces étudiants en ce moment et en fait les étudiants devaient candidater jusqu'à ce week-end, mais j'ai rouvert les verrous pour que des étudiants ici puissent également candidater. Donc vous avez un QR code sur le stand de SAS pour les étudiants, donc exclusivement des M2, des fins de cycle en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, je vous expliquerai tout ça plus en détail. La deuxième initiative, Mouloud s'il te plaît, c'est SAS Analytics U. Donc là, c'est une initiative mondiale, on n'est plus seulement sur la France. Tous les personnes dans le monde entier, à tout âge, qui veulent apprendre à utiliser SAS, peuvent aller sur ce site, downloader une VApp qui s'appelle SAS University Edition. Donc vraiment à but de learning. Il y a aussi des choses sur le cloud et puis des MOOC et des communautés. Merci Ariane. Et donc pour conclure, j'ai parlé de compétences. Voilà les trois compétences qui correspondent aux traits dominants qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc bien évidemment l'analytique, et c'est notre cœur de métier chez SAS. La connaissance des domaines métiers, et nous travaillons sur un grand nombre de domaines métiers chez SAS aujourd'hui, tant au niveau du marketing que de la fraude, que de la gestion du risque. Donc ça c'est un certain nombre de domaines métiers qui nous sont familiers. Et puis bien évidemment l'aspect, le trait dominant lié à ce qu'on appelle l'IT, l'informatique au sens large, avec tout ce que ça comporte, de la programmation jusqu'à la gestion de données. Donc bien évidemment on a ces trois composantes qui sont essentielles et qui sont interpénétrées, et de plus en plus les data scientists devront maîtriser, pas forcément les trois domaines, mais en tout cas en bonne partie au moins 2 des 3 domaines. Et puis bien évidemment les compétences un peu moins formelles dont on a parlé tout à l'heure. Le point est qu'en termes d'organisation, l'entreprise doit se penser autour de ces 5 axes, qui sont bien évidemment les gens, on en a parlé, les talents, sa stratégie, et en particulier sa stratégie digitale. Et quand on parle de stratégie digitale, pour les entreprises les plus traditionnelles, il s'agit bien évidemment d'une transformation vers le digital. Aujourd'hui, on ne peut pas penser autrement, qu'on soit Renault, Peugeot, ou qu'on soit BNP ou AXA. On a forcément à enclencher, si ce n'est déjà le cas, une phase de transformation vers cette ère numérique qui est aujourd'hui incontournable. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est qu'on a besoin de parler de structure. Donc, est-ce que le data scientist, est-ce que les data scientists, est-ce que les équipes de data science sont à l'informatique, est-ce qu'ils sont proches des métiers, est-ce que c'est une entité à part? Et ça pose très clairement la question du rôle de ce fameux Chief Data Officer dont on a parlé depuis ce matin, hein, et Henri Verdier nous a parlé de ça. Le quatrième point est bien évidemment les process et comment ça s'inscrit dans les process en matière d'organisation, donc comment et la nécessaire transversalité par rapport aux process métiers qui existent déjà. Il ne s'agit pas de tout balayer, mais il s'agit au moins de transformer l'entreprise par rapport à ces métiers.
Et puis, on rajoutera l'aspect récompense. C'est comment, dans une logique de méritocratie, entre guillemets, traditionnelle, où c'est la personne la plus payée dans l'organisation qui prend les décisions, comment on transforme l'entreprise pour faire en sorte que la data, qui devient aujourd'hui l'asset principal des entreprises en matière de prise de décision, comment on fait en sorte que le data scientist qui arrive avec ces aspects on va dire de factualisation d'un certain nombre de process métiers et de décisions liées à ces process métiers, comment il est récompensé dans l'entreprise et comment son rôle est récompensé dans l'entreprise. Et on a parlé tout à l'heure de salaires exorbitants pour certains. C'est peut-être une bulle qui éclatera dans quelques années, mais en tout cas c'est important de considérer ça. Et le dernier point, et ce genre de salon prouve à quel point c'est important. Dernier point, effectivement, l'organisation, et ça a été évoqué notamment par Gilles Babinet ce matin. L'organisation doit nécessairement, et c'est lié à cette notion de récompense, doit nécessairement évoluer d'une logique pyramidale très hiérarchique où c'est la personne, c'est le hippo, la high paid person dans l'organisation, donc la personne la mieux payée de l'organisation qui est en haut et qui prend les décisions, et puis ça se décline à tous les étages de l'organisation. Comment on renverse ça avec une vision plus horizontale, avec des groupes de travail collaboratifs et agiles, et avec des centres de décision qui sont donc du coup déportés au niveau de ces groupes de travail, ce qui implique aujourd'hui d'adapter l'organisation pour servir cette nouvelle donne. Voilà. Merci. On fait des questions ? Je vous laisse sur scène quelques secondes. D'accord. Pardon. Alors, je voulais vous remercier. Je n'ai pas eu le temps de citer vos fonctions. Ariane, vous êtes directeur académique. Et Maud, vous êtes directeur solutions et marchés émergents chez SAS. On va prendre une question dans le public. Une personne qui voudra bien se porter volontaire. Alors, je vais me permettre de poser la première question. Aujourd'hui, les parcours dans la data science de data scientist ont l'air d'être particulièrement courts. Est-ce que vous pouvez donner un peu les timings? Combien de temps on reste junior? Combien de temps on reste senior? Combien de temps avant de manager une équipe, etc. Je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question. Nous accompagnons les gens effectivement sur un certain nombre de sujets, notamment liés à la prise en main d'outils, à la prise en main de solutions analytiques. Maintenant, la seniorité, elle n'est pas... là encore, on parlait d'antériorité, du fait que des juniors aujourd'hui travaillaient en tant que data scientist depuis moins de 3 ans dans les entreprises, et ils sont seniors parce qu'il n'y a pas d'antériorité, et on les considère, avec moins de 3 ans d'expérience, comme des seniors. Ça veut dire aussi que le stress dont on en a parlé il y a un instant, le stress est avec ce niveau de responsabilité, parce que ce sont des sujets qui n'étaient pas forcément adressés auparavant, parfois pas sponsorisés par le management, et donc du coup avec une seniorité de fait liée à la nouveauté, à l'innovation. Merci beaucoup, et merci d'être encore cette année sponsor de DataJob.